بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au sein de l'association des ulama avec son comité médical qui est le Mimbar médical, qui est un comité qui appartient à l'association des ulama. Pour les gens qui ne connaissent pas, les médecins qui ne connaissent pas encore Mimbar médical. Notre vocation, bien sûr, est de faire la formation médicale continue et en même temps la sensibilisation sur le plan santé et médical par rapport à la population d'une manière générale. Et dans ce même cadre, et pour fêter et en même temps célébrer la journée mondiale du diabète, le Mimbar médical et l'association des ulama musulmans vous a invité pour cette conférence qui va être animée par notre cher maître docteur Ali Khouja Sharafuddin. Tout le monde le connaît, c'est un spécialiste en médecine interne, diabétologie, ex-maître assistant au niveau de l'hôpital de Sétif. On le remercie d'avoir accepté bénévolement d'animer cette conférence et on vous remercie vous-même d'avoir assisté à cette conférence. Sachez que c'est une conférence, si vous voulez récupérer votre certification, vous contactez le secrétariat au niveau du centre Shihab. Et vous pouvez récupérer à partir de demain ou après-demain la certification de votre participation à cette conférence. Pour nous aujourd'hui aussi, j'aimerais partager avec vous cette peine par rapport à l'association des ulama parce que nous avons perdu un membre très important de l'association qui est monsieur Touhami, qui est l'ex-président de l'association à Borj. C'est pour cela qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup profiter de la conférence. Je vais juste faire l'introduction et partir pour assister à l'enterrement de notre collègue M. Touhami. C'est un grand homme qui a beaucoup participé au sein de l'association des ulama dans beaucoup d'œuvres caritatives, surtout à Gaza et aussi ici en Algérie. Donc, Rabbi Rahmou, Inch'Allah, et vous savez, Inch'Allah. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à Dr Sharaf d'avoir accepté de participer avec nous. Vous êtes bien sûr appelés à participer d'une manière interactive à cette présentation. Il y aura sûrement des questions-réponses, des cas cliniques, je crois. Des cas cliniques à la fin de la présentation. Et vu que mon emploi du temps fait que je dois partir pour assister à l'enterrement. Donc je vais avancer la cérémonie de remise de diplôme, plutôt de certification et du cadeau pour Sharaf au début, au lieu de la faire à la fin. Je m'excuse encore une fois. Je remercie Dr Sharaf pour sa participation et je vais lui remettre une certification et un cadeau simple, basit. من جمعية علماء المسلمين. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum mes chers collègues. أولا قبل ما نبدأ je tiens à remercier Salim Lofi قبل ما يروح منبر الطبي جمعية علماء المسلمين le responsable مدير le directeur du membre الطبي c'est Salim Lofi. Je le remercie jamais assez, pas pour cette invitation, avec il m'a honoré يعطيك الصحة. C'est un honneur pour moi de venir ici de faire une conférence, mais surtout parce qu'il m'a encouragé à faire du sport. C'est un grand sportif. C'est un camarade de promo aussi, hein? C'est-à-dire قرينا مع بعض في la médecine les années 90. C'est un excellent étudiant, excellent médecin, excellent représentant médical. يعني يعطيه الصحة pour tout ce qu'il fait avec جمعية علماء المسلمين. تلاقيته une fois في la salle de sport, j'étais tout timide. حكم هذاك l'appareil. جاني هو من هي يجري قال لي واش راك ندير؟ قلت له راني بالعقل برك. قال لي ما كانش بالعقل. راه عيط له الكوتش هذا قال له هذا تهلا فيه. Maître assistant médecine interne. Bon, j'ai assuré quelques modules de sémiologie, d'endocrino et de neuro. Mais actuellement, parce que depuis 2010 à ce jour, ça fait 15 ans, sûrement il y a des générations de médecins qui sont formés chaque année. L'essentiel, j'espère que vous allez profiter de quelques données ici.
La conférence, il y a des étudiants en médecine peut-être. Bon, la conférence, elle est un petit peu à un niveau plus élevé qu'un étudiant en médecine. Certes, elle est destinée aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, mais bon, les étudiants en médecine, Inch'Allah, si tout va bien, peut-être un de ces jours, on va programmer des séances dans la salle pour faire des perfectionnements et d'autres collaborations. Donc, mon intervention va porter sur le diabète de type 2 avec des avancées thérapeutiques. Et beaucoup plus, je vais parler de ce qui se passe actuellement, hein, c'est-à-dire dans la prise en charge du diabète. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Et perspective d'avenir, ça va être une petite intervention très courte sur ce qui va être projeté dans l'avenir, ce qu'il va y avoir comme innovation thérapeutique dans l'avenir. Donc, voici le plan que je vais détailler. Le plan là, il suit un petit peu tout ce qui se fait sur les recommandations. Maintenant, il y a plusieurs sociétés savantes internationales qui élaborent des recommandations. Et parmi ces sociétés savantes, vous avez l'Association américaine de diabétologie, c'est le leader mondial des recommandations de diabète. Il y a aussi la Société européenne de diabétologie, un peu moins. Il y a la Fédération internationale du diabète. La fédération, c'est quelque chose qui est neutre, qui n'obéit à aucune pression ni de labo pharmaceutique ni de politique, et les recommandations aussi sont très valables. Donc la majorité, dans les recommandations, ils suivent un peu ce plan-là, c'est-à-dire le défi, ils donnent des statistiques, l'épidémiologie, ils rappellent les défis glycémiques, comment gérer le diabète, ils parlent beaucoup plus de la protection cardio-rénale actuellement, et enfin, ils parlent aussi de la stéatose hépatique, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans la dénomination, dans la prise en charge, etc. Donc je commence. Aujourd'hui, on est le 15 novembre. Le 15 novembre, c'est le 14 novembre, ça coïncide avec la journée mondiale du diabète. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour un petit peu, quelque part, célébrer la journée mondiale du diabète aussi. La journée mondiale du diabète, GMD, est la plus grande campagne de sensibilisation au diabète dans le monde. Elle s'adresse à une audience internationale de plus d'1 milliard de personnes dans plus de 160 pays. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui ici, c'est aussi pour célébrer cette journée mondiale du diabète qui se fait une fois par année. Et c'est l'événement le plus important concernant le diabète. Je vous vois, à travers 160 pays au monde, on fête ça, on fête cet événement. Il est célébré le 14 novembre. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Frédéric Banting qui a découvert l'insuline en 1921. C'est l'anniversaire Théo, donc ils ont pris l'anniversaire Théo comme référence pour célébrer la journée mondiale du diabète. Elle a vu le jour en 1991 grâce à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'OMS. Cela pour sensibiliser un petit peu les gens sur cette menace qui est le diabète à travers le monde. Et la journée mondiale est devenue donc une journée officielle, étatique des Nations Unies en 2006. C'est-à-dire, le ministère de la Santé, il célèbre aussi la journée mondiale du diabète. C'est devenu quelque chose d'officiel, c'est-à-dire l'État aussi algérien célèbre la journée mondiale du diabète à travers toutes les structures qui témoignent l'État. Bon, avant de voir un petit peu cette journée, je rappelle quelques statistiques. Diabète, actuellement, nous avons 589 millions de personnes qui ont un diabète à travers le monde. Ça, c'est des statistiques donc, établies en 2023. Et les statistiques, on va voir l'évolution continue toujours vers l'élévation. Il faut savoir que 3 personnes sur 4 parmi les diabétiques, ils vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. La majorité du diabète de type 2 est découvert dans les zones un peu pauvres et à niveau de vie moyen. Et 50% des cas ne sont pas diagnostiqués. On a toujours le problème, le diabète méconnu. C'est-à-dire on a beaucoup de diabétiques qui ne savent pas qu'ils ont le diabète et qu'on doit rechercher comme nous sommes des acteurs dans la santé, médecins, paramédical, n'importe qui, on doit à chaque fois relancer le dépistage des diabétiques parce que quand même 50% ça fait un chiffre énorme. Regardez la carte ici au niveau mondial de la répartition du diabète à travers le monde. Ce qui nous retient un petit peu l'attention, c'est que nous avons 589 millions en 2024. On va avoir plus de 850 millions en 2050. Ça fait une augmentation de 45% d'ici 25 ans. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la vitesse de progression de la maladie. Ce n'est pas le chiffre en lui-même. 800 millions, 400 millions, c'est un peu
flou, c'est un chiffre classe. Mais là, regardez la vitesse de progression de la maladie. Comme un exemple, en Europe, actuellement, ils sont à 65 millions. Mais d'ici 2050, ils vont être à 72 millions avec une augmentation de 10% seulement. Regardez en Afrique, ils sont 24 millions actuellement et ça, en 2050, on va avoir 60 millions, une augmentation de 142%. C'est-à-dire la vitesse, regardez la disparité de la vitesse dans la progression de la maladie, elle est différente entre les pays développés et les pays, si on peut dire, pauvres. Là, parce qu'on applique des politiques de prévention. On cherche, on fait des campagnes de sensibilisation sur le danger de la maladie, sur ce qu'il faut, les mesures à prendre pour lutter contre le diabète, chose qui ne se fait pas dans ces pays-là. Bon, si on fait un zoom sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Algérie fait partie de la région Hali, nous avons une vitesse de progression de 92%. C'est également un chiffre élevé. L'exemple, l'Algérie, par exemple, on est à 17% de prévalence. Nous avons à peu près, c'est un peu flou, désolé parce que c'est petit comme caractère, nous avons par exemple en Algérie, actuellement, on a à peu près dans les 2 millions de diabétiques et d'ici, dans quelques années, on va avoir un peu plus, on va avoir jusqu'à 4 millions de diabétiques en Algérie. D'accord? L'Algérie est classée en 5e position, regardez ici, après le Pakistan, l'Égypte, l'Iran et l'Arabie Saoudite en nombre de diabétiques. Pratiquement 4 millions là. Mais en prévalence, l'Algérie n'est pas dans le top 5 des prévalences. La prévalence annuelle est de 17%, c'est-à-dire la population a beaucoup de diabétiques, mais la prévalence reste à 17% par rapport aux prévalences les plus élevées. Toujours le Pakistan, toujours en tête, ils ont une prévalence de 31%, c'est-à-dire 31% de la population pakistanaise est diabétique. En Algérie, c'est le chiffre est de 17%. C'est un chiffre quand même qui reste élevé, que nous avons besoin de faire quand même beaucoup d'efforts pour un peu abaisser et lutter contre le fléau qui est le diabète. Donc par la suite, une fois qu'on a vu les chiffres, donc vous avez vu un petit peu la problématique. Il y a beaucoup de diabétiques et ça continue à progresser. Donc automatiquement, nous avons besoin de beaucoup de moyens pour lutter et pour prendre en charge ces patients diabétiques. Si on n'a pas beaucoup de moyens, au moins on fait de la prévention. On fait donc des sensibilisations pour les gens, notamment qui sont en surpoids, qui ne font pas de l'activité physique, qui ont une mauvaise hygiène alimentaire. Tout ça, on peut quand même donner des conseils pour lutter et ralentir un peu la progression de la maladie. C'est ce qu'on peut faire par la suite. Maintenant, si on a beaucoup de diabétiques, il faut bien sûr préparer les moyens pour prendre en charge ces patients. Revenons maintenant à la journée mondiale du diabète. Cette année, à la journée mondiale du diabète, pratiquement chaque 2 ans, 3 ans, ils ont un thème. Des fois, l'œil et diabète, des fois, activité physique et diabète. Chaque fois, ils ont des thèmes différents. Cette année, c'est le diabétique sur son lieu de travail. C'est-à-dire le diabétique et le travail. Comment se sent le patient diabétique, si on peut, une personne qui vit avec le diabète, comment elle se sent dans son milieu de travail. D'accord, c'est ça le thème de cette année. La campagne, donc, cette année, met la lumière sur les défis auxquels font face les personnes vivant avec le diabète et les personnes à risque sur le lieu de travail. La question qu'on se pose un peu, mais tout le monde peut-être peut avoir une idée, c'est-à-dire des patients ou un parent qui est diabétique, ou lui-même il est diabétique, est-ce que d'après vous, le diabète, il a un impact sur la vie professionnelle et sur le lieu du travail? Vous pensez qu'il y a quand même un impact? Très bien, ça c'est sûr, parce que sinon, la Fédération internationale du diabète n'aurait jamais parlé de ce problème, parce que c'est les diabétiques qui font remonter leurs doléances et leurs soucis à cette fédération qui elle-même pousse à faire donc des actions pareilles pour aider les patients diabétiques dans leur quotidien. Moi, je me suis amusé dans la consultation TAI à prendre quelques réflexions de certains patients, de mes patients qui sont diabétiques et qui travaillent. Parmi les réflexions, des patients, ils disent que moi, je ne fais pas mon injection de midi, surtout les types 1, ils sont sous insuline, basal bolus, injection matin, midi, soir, et une injection lente à la nuit au coucher. J'ai souvent déséquilibré, allez, ils disent que je parfois des injections d'insuline. Pourquoi?
parmi les raisons, il dit à midi, non. ما نقدرش نديها معايا لو ترافاي علاه باسكو لو ستيلو il est comme ça c'est rien du tout انت تقول تحطه في لابوش تاعك تجبد تضرب مي pour lui c'est quelque chose d'important parce que il va pas retirer le stylo devant tout le monde il peut pas s'isoler à chaque fois يهرب لهم à midi pour faire ou là vous voyez des fois il veut pas manger يخاف يضرب l'injection il mange pas il dit des hypos donc c'est gênant quelque part pour lui il préfère carrément ne pas prendre l'injection taaw. On a vu ça même avec des étudiants. Ça, ce n'est pas un milieu de travail, c'est l'université. Mais ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas Dr Aloun Youssef aussi. On le remercie beaucoup pour les efforts. Donc, à midi, l'étudiant en médecine, par exemple, l'étudiant n'importe quelle spécialité, c'est un type 1, devrait faire une injection pour manger à midi. Il préfère ne pas manger, ne pas faire son injection pour éviter tout souci, ou bien la curiosité des gens. Les gens, ils chauffent un stylo d'insuline, ah, il est diabétique, et ça va provoquer toute une cascade de troubles psychologiques chez la personne, etc. Parmi d'autres réflexions que j'ai récoltées chez mes patients, quelqu'un d'autre me dit, moi je cache le fait que je suis diabétique dans mon travail, parce que j'ai peur qu'on me renvoie, on me pousse à la sortie, surtout dans les trucs privés, d'accord ? Ou bien qu'on me refuse des promotions. Je travaille, je mérite d'avoir accès à des postes supérieurs, mais on ne me donne pas parce qu'il est diabétique. Il dit que diabétique, j'avais un gendarme dans les années, ça fait 2000, je pense. Bon, les corps constitués, peut-être c'est à part un homme des lois, mais il était gendarme pendant 23 ans, il a caché son diabète de type 1. Et vous imaginez, je n'ai même pas qu'il est diabétique, comment il gère son insuline, où il c'est toute une histoire. Et finalement, jusqu'à maintenant, il est revenu, il a été porté disparu pendant des années, il est revenu. Heureusement, il est en bonne santé, alhamdoulilah, mais il a géré 23 ans de son diabète sans que sa hiérarchie ou ses responsables le sachent. Le corps constitué, la gendarmerie, parce qu'une fois, gendarmerie, militaire, l'armée, tout ça, s'ils sont au courant qu'il a un diabète, il est automatiquement mis en invalide et il va sortir du corps. Une autre réflexion, je dois fournir plus d'efforts que les autres pour qu'on ne dise pas que mon diabète est un handicap. C'est-à-dire, il travaille peut-être plus que l'autre, il fournit plus d'efforts. Enfin, une autre réflexion, souvent en consultation, ils demandent des certificats. Par exemple, on a les diabétiques qui ont un risque de pied diabétique. Vous savez, les lésions trophiques, les plaies et tout. Donc, par exemple, les chaussures de travail de sécurité, 10 kg, mais ce n'est pas adapté à une personne diabétique. Surtout les anciens diabétiques qui commencent à avoir des complications, ils portent une chaussure mal adaptée, forcément, il fait un traumatisme du pied. Donc, souvent, ils ont des certificats, un autre soulier, ils ont un certificat pour que je ne travaille pas la nuit, ou bien pour qu'il me refuse de faire une pause pour manger ou là pour s'injecter de l'insuline. Donc souvent, les cas ils se répètent souvent dans notre consultation. À chaque fois, certificat médical, aménagement, le patient ne peut pas porter des chaussures au risque de faire telle chose. Il ne travaille pas la nuit parce qu'il risque de faire des hypoglycémies. Mais ça passe mal. C'est très difficile. Malheureusement parce qu'il n'y a pas de loi qui protège ces patients. Donc la Fédération internationale du diabète, elle parle de 7 adultes sur 10 sur diabétiques. 10 sur 10 adultes diabétiques, 7 d'entre eux sont en âge de travailler. Donc c'est beaucoup, il y a plus de 400 millions de diabétiques qui travaillent, mais quand même qui se plaignent d'un manque de soutien dans le milieu professionnel qui a des effets négatifs sur la qualité de leurs soins. Même dans les pays développés. Voilà, pour passer ensuite... Parmi les plaintes que peut rapporter la Fédération internationale du diabète, c'est les intimidations. Regardez, un patient diabétique, il est diabétique, etc. C'est vrai, je me souviens quand la Poste, parce que mon père il travaillait à la Poste, il était directeur des postes et télécommunications dans les années 80. Ils avaient un chauffeur à la Poste, il était diabétique. Toute la poste savait qu'il était diabétique. Il dit malaise, comme le fils d'un employé, il est diabétique. Tellement une stigmatisation
D'ailleurs, premièrement, parce qu'on pensait, on était jeunes, mais on n'était pas médecin, on ne connaissait pas. Pour nous, le diabète, c'est quelque chose de très grave. En plus, il dit des malaises, mskin, parce qu'il est diabétique. Tout le monde sait qu'il est diabétique avec la personne. Donc, vous savez, c'est ça la stigmatisation et l'intimidation au travail. C'est vrai, je peux être diabétique, mais moi, je salue le courage de certains qui ont gardé le secret médical et qu'on connaît, nous, quand on est à l'hôpital. Il y a même des médecins diabétiques de type 1, sans que personne ne le sache. Ils se portent le plus normalement, ils travaillent le plus normalement. Il y a même des sportifs, vous savez, il y a des sportifs qui jouent à haut niveau, soit football, natation et tout, et chez qui le diabète n'a jamais été un handicap. Donc il y a des gens courageux qui arrivent à travailler, qui arrivent à faire des efforts sans se plaindre, et vraiment c'est magnifique. Ça dépend de la personne aussi. Parmi les plaintes aussi, c'est le refus de collation, de repos et de partir aux toilettes, et le refus d'autorisation pour absence pour raison médicale, j'ai dit contrôle. Bon, c'est vrai que quelque part, c'est vrai, il faut rester raisonnable, mais on a des difficultés avec les patients qui jouent au contrôle médical, mais il n'a que le samedi, maintenant il est au repos, et j'ai dit contrôle, à part le samedi, il ne peut pas venir. Mais ça dépend, il y a des médecins qui travaillent le samedi, il y a des gens qui ne travaillent pas. D'accord, donc il y a quelque part, il y a normalement, il passe sa consultation, tu émis un certificat médical que ce patient est venu en consultation et il remet ça à son employeur et c'est réglé. Normalement, ça peut se passer facilement, etc. Donc plusieurs handicaps, plusieurs obstacles à ces patients qui travaillent. Donc c'est pour cela qu'ils ont proposé plusieurs actions, je ne vais pas les citer tous. Vous pouvez consulter ces recommandations en toute facilité. Sur le site de la Journée mondiale du diabète, vous trouvez toutes ces recommandations. Voilà, passons maintenant à notre item, après donc la Journée mondiale du diabète. Donc c'était le travail et les patients diabétiques. Maintenant, on va voir le défi glycémique en 2025. Le défi glycémique, c'est quoi? C'est d'obtenir l'équilibre glycémique des patients diabétiques. Je reviens un petit peu en arrière pour citer l'évolution de la surveillance glycémique. Comment on surveillait les glycémiques à travers le temps? Il faut savoir que la première façon de surveiller la glycémie, c'était de goûter les urines. C'était dans le 18e, 17e et 18e siècle. On ne connaissait pas les lecteurs de glycémie, on ne connaissait pas la chimie des urines. Il suffisait de goûter à la galbe. C'est-à-dire, goûter, si c'est sucré, ça veut dire que le patient est déséquilibré. Mais heureusement que ça évolue. Alhamdulillah, en 1900, quand même après un siècle, on a goûté leurs urines. Bon, en 1900, jette la chimie des urines, une bandelette, vous connaissez, qui jusqu'à ce jour, elle est d'actualité. 1977, une grande révolution, c'est les lecteurs de glycémie, que vous connaissez aussi, les glucomètres. Heureusement, les glucomètres, ils ont connu par la suite une très bonne évolution. Et actuellement, nous avons des appareils calibrés qui donnent rapidement des résultats en 5 secondes, même pas 5 secondes, peut-être un peu moins. Je me souviens au début de notre travail au service au Hamoudi, il est là aussi, un éducateur thérapeutique dans le domaine du diabète. Nous avions des lecteurs qui donnaient des résultats après 1 minute, 60 secondes, voire plus. Avec aussi les résultats, c'était un peu mitigé. Maintenant, nous avons des lecteurs très performants, bien sûr, qui donnent rapidement des résultats. Il ne faut pas les calibrer, vous placez directement une bandelette, une bonne goutte de sang et ça donne des résultats. Mais ça a continué à évoluer. En 1993, on a découvert l'hémoglobine glyquée, HbA1c, connaissez, qui reflète un peu l'équilibre glycémique des 3 mois passés chez les patients diabétiques. Et ça a continué au début des années 2000. Ils ont découvert les capteurs de glucose, les haltères glycémiques. Et actuellement, les haltères glycémiques sont développés, ce qu'on appelle les surveillances en temps réel, c'est-à-dire les CGM, actuellement, la mesure continue du diabète, un capteur qui est placé ici dans le bras et qui vous donne instantanément les résultats glycémiques. On va voir, j'ai placé quand même un mot là-dessus. Pour revenir, le premier paramètre avec lequel on surveille un patient diabétique, c'est l'hémoglobine glyquée. Vous savez tous, HbA1c. Quel est le chiffre qu'on retient chez le diabétique? Et ça, c'est les sociétés savantes qui le recommandent. C'est 7%. Il ne faut pas dépasser les 7% en général pour les patients diabétiques. Ça, c'est l'association américaine de diabétologie. Un peu moins, jusqu'à 6,5 pour les patients qui sont jeunes.
jeunes, pas de complications, pas beaucoup de traitements, qui ne font pas beaucoup d'hypoglycémie, on peut aller jusqu'à moins 6,5% et on peut être plus tolérant à 7,5 jusqu'à 8% pour des gens diabétiques avec des complications, avec d'autres maladies. Par exemple, peut être plus souple. Regardez ici un patient, par exemple, grabataire ici alité, il n'y a pas d'objectif HbA1c. Il suffit de donner un peu d'insuline et c'est tout, on ne cherche pas un équilibre parfait. J'ai oublié de parler tout à l'heure de la stigmatisation, le diabétique, la discrimination. La Fédération internationale du diabète, même l'Association américaine de diabétologie, elle a justement pour éviter la stigmatisation, elle a changé le nom. On ne dit pas diabétique. Dans la présentation, je dis diabétique comme ça parce que par oubli. Mais le terme, il est diabétique. On dit personne vivant avec le diabète. D'accord? C'est un peu plus long, mais ça donne à réfléchir. Personne vivant avec le diabète. Ça paraît court, mais le معناتها il est plus loin. Je l'utilise en consultation. نقول له أنت ماكش ديابيتيك، راك إنسان تعيش مرض السكري. واش معناتها؟ معناتها السكر هذا راح تتعايش معاه. معناتها c'est pas une maladie comme les autres. Les maladies الأخرين نقول له مثلا tu as un colon, je te donne quelques médicaments et tu sors, il n'y a pas de souci. Même l'hypertension, je lui donne un antihypertenseur, mais le diabète, non. Le diabète, c'est tu vis avec ça. Ça veut dire, je l'interpelle, dans la prise en charge. Ce n'est pas que le médecin, que le traitement, le diabète, c'est-à-dire, il faut que tu te prennes en charge toi aussi. Ce n'est pas que le médecin. Pour réussir à prendre en charge convenablement un diabétique, il faut que le patient donne donc son coup de main au médecin, sinon ça ne va jamais réussir. Parce que des fois, il y a des diabétiques qui sont sous 4 injections d'insuline et j'ai une hémoglobine glyquée à 11%. Comme médecin, c'est sûr, ça te donne un peu. Comme médecin, peut-être la portion taille c'est 50%. Je peux faire mon travail, je te donne 4 injections d'insuline, les bandelettes, le régime alimentaire à suivre. Salam alaikum. خلصت خدمتي les 50% تاعك à la maison, tu dois suivre une hygiène alimentaire, tu dois faire de l'activité physique. C'est-à-dire لازم يفهم باللي si il va pas soutenir le médecin, il va pas participer à la prise en charge, ça va pas réussir. D'accord, هذه برك personne vivant avec le diabète, personne diabétique. Continuons donc avec l'IDF en 2025, elle a aussi retenu 7% d'hémoglobine glyquée comme objectif. La même chose, un peu moins chez les personnes jeunes diagnostiquées récemment ou un peu plus chez les personnes âgées. Glycémie préprandiale entre 0,70 et 1,44. En postprandiale, 2 heures après le repas, 0,70 à 1,44 de préférence, jusqu'à 1,60 elle est acceptable. Donc à jeun, nous avons jusqu'à 1,44. L'ADA, les Américains, c'est 1,30. En postprandial, c'est 1,60. C'est pour espérer obtenir une glyquée à 7%, il faut avoir ces résultats en pré et en postprandial, sinon vous n'aurez jamais vos 7%. Mais selon vous, est-ce qu'avoir une hémoglobine glyquée à 7%, au moins de 7%, suffit à dire que ce patient, il est équilibré? Non. Pourquoi? La réponse est non, c'est vrai. L'hémoglobine glyquée ne raconte pas l'histoire du diabète, toute l'histoire en tout cas. Pourquoi? Qui peut nous donner une idée? L'hémoglobine glyquée? Oui. Il y a des facteurs qui influencent sur l'hémoglobine glyquée. Oui. Et deux, elle reflète les 3 mois. D'accord. D'accord. C'est vrai que le volet de l'hémoglobine glyquée faussée, on ne va pas le prendre en compte. Parce que ça arrive, mais c'est rare. Mais ce qu'on va tenir compte, c'est la variabilité glycémique. Le terme il a été proposé depuis la découverte des CGM. Il y a 2 profils de patients. Patient A, patient B. Patient A a glyqué 7%. Patient B a glyqué 7%. Bon, je n'ai pas mis de schéma, mais pour expliquer un petit peu, la courbe de CGM, le CGM, il donne des courbes.
la courbe du patient A, elle est un petit peu plate. تطلع شوي تهبط شوي تطلع شوي تهبط شوي مثلا ça varie entre 1,60 1 gramme 1,60 1 gramme 20 1,90 1 gramme 20 à la fin يعطيك 7%. Le patient B non, il a de fortes ondulations, c'est une forte variabilité. يطلع ل 3 grammes يهبط ل 0,50 يطلع ل 4 grammes يهبط ل 0,70 يطلع ل 2 يهبط et à la fin de compte عنده 7% ثاني. حنا كي نهزوا لي دو شيفر patient يدخل لك الاول 7% deuxième 7% نقول له très bien في زوجهم bien équilibré. En fait non. Le patient A خير من le patient B malgré qu'ils ont le même chiffre. Parce que là le patient B عنده une variabilité وعنده des hypoglycémies que l'hémoglobine glyquée تاعنا ما يحكيهاش. C'est à partir de là qu'on a dit que l'hémoglobine glyquée seule n'est plus suffisante. Qu'il faut renforcer la surveillance avec d'abord l'autosurveillance glycémique, le glucomètre, surtout chez les patients sous insuline, mais aussi le CGM, la mesure continue, actuellement qui fait de plus en plus, qui a de plus en plus de place dans la prise en charge des patients diabétiques. Malheureusement, l'inconvénient c'est le coût, il est cher, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale et donc nous avons des contraintes. Actuellement en Algérie, la caisse militaire d'être remboursée chez les enfants de moins de 12 ans. Peut-être ça va venir chez les enfants diabétiques, les moins de 18 ans. Le docteur Gilani, peut-être elle est au courant, mais très probablement ça va venir. Il y avait une déclaration la semaine passée au niveau du ministère de la Santé que les CGM peut-être vont être remboursés chez les jeunes enfants diabétiques et tant mieux. C'est la population numéro 1 chez qui on a besoin de ce dispositif. C'est quoi CGM en fait? C'est un dispositif portable qui mesure la glycémie interstitielle et non pas capillaire, qui m'a l'appareil, en temps réel, c'est-à-dire toutes les 1 à 5 minutes, il vous envoie une glycémie. Voici le capteur, il est placé ici sur l'avant-bras, sur le bras, la face postérieure du bras, avec un affichage soit sur un lecteur, mais actuellement le plus souvent sur un smartphone, avec une application dédiée à ce capteur. En temps réel généralement actuellement, et autrefois on avait aussi ceux qui étaient intermittents, c'est-à-dire il faut scanner pour avoir des résultats. Maintenant, ceux qui existent en Algérie, nous avons 3 marques. Les 3 marques, ce sont des CGM en temps réel, c'est-à-dire ils vous donnent les résultats sans demander. Vous consultez votre lecteur, votre téléphone, vous trouverez à chaque fois les glycémies affichées dans votre téléphone. Donc voici le capteur. Le capteur, il est d'une durée généralement entre 14 et 15 jours. Ça dépend des appareils. Et là, le problème, un capteur en Algérie, il coûte 10 000 dinars, 1 million. Tu chaque 15 jours. C'est-à-dire, un mois, ça fait 2 millions. 3 mois, ça fait 6 millions. Il y a des gens qui se permettent, mais ça reste quand même difficile pour une grande partie de la population. Son principe, il est simple. Le milieu interstitiel, il y a une réaction chimique, ici, qui est transformé en courant électrique capté par l'électrode. Avec le capteur, il va capter un courant, il va le transformer en glycémie. Il met un résultat. D'accord? Les indications actuellement recommandées, c'est le type 1 surtout. Certains types 2 de diabète type 2, ceux qui sont traités par l'insuline ou qui font des hypoglycémies sévères. Voilà, les hypos. La femme enceinte aussi. Diabétique, soit diabète gestationnel qui fait le diabète pendant la grossesse, soit diabétique déjà avant et qui tombe enceinte, l'essentiel un diabète plus grossesse. Les gens qui ont une limitation physique ou cognitive qui n'arrivent pas à se piquer avec le glucomètre, la galbe il a une maladie psychiatrique ou la hajagla, il n'arrive pas à se piquer, dire-le un CGM c'est encore mieux. Et enfin les gens qui ont un contrôle glycémique difficile avec des fluctuations importantes et qui nécessite un contrôle glycémique strict. En Algérie, il y a quelques recommandations temporaires. À Ramadan, par exemple, il y a des gens qui veulent jeûner Ramadan avec le diabète. Il y a le diabète à Ramadan, il y a des gens qui peuvent jeûner, il y a des gens qui ne jeûnent pas. Il y a des gens qui peuvent jeûner, ils sont mous mais avec condition. Surtout les gens qui peuvent jeûner avec condition, on peut exiger, comme médecin, que vous pouvez dire CGM. Rakbou, ou en toute sécurité parce qu'il a des glycémies tout le temps. Il n'y a pas de risque. Il y a aussi des situations, par exemple, d'urgence. Par exemple, patient qui va être opéré. D'accord? Une chirurgie lourde pour assurer un bon équilibre glycémique, c'est un capteur pour 1 mois.
des patients qui reçoivent des traitements corticoïdes, par exemple. Les corticoïdes, ils sont hyperglycémiques. On peut placer un CGM pour suivre etc. Donc, il y a des indications. Voilà, on a parlé tout à l'heure de l'hémoglobine glyquée, 7%. Le CGM, quand on a un CGM, comment on va l'interpréter? 3 mois, il est en train d'enregistrer. Le médecin, il charge la courbe, la voici, ce qu'on appelle le time in range, le TIR. Time in range, c'est-à-dire le temps qu'on passe dans la cible thérapeutique. Le patient, le diabétique, entre 0,70 à 1,80 g. Ce qu'on appelle l'objectif TAO. S'il a plus de 70% dans cet objectif, c'est que vraiment il mérite l'hémoglobine glyquée TAO de 7%. C'est-à-dire vraiment il est équilibré. Et aussi à condition qu'il n'y a pas beaucoup d'hypoglycémie. C'est le TAR, le time above range, c'est-à-dire au-dessus des objectifs, il ne faut pas qu'il y ait des hyperglycémies, il ne faut pas qu'il y ait des TBR, des hypoglycémies, au-dessous de la cible aussi. Ça, c'est un sujet diabétique type 1 ou type 2. Regardez la femme enceinte, par exemple. On exige 90% de glycémie dans la cible, pas seulement 70%. Donc, on est plus exigeant. Regardez ici un sujet âgé, par exemple, ou un sujet fragile. On n'exige que 50% seulement. Donc, les objectifs aussi, qui met l'hémoglobine glyquée. Ça aussi, c'est la même chose. En moyenne, c'est 70%. Mais on peut aller à 50% chez âgé, plus femme enceinte, par exemple. L'essentiel, c'est une courbe que le médecin interprète à la fin de la consultation avec son patient. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui ont 7% d'hémoglobine glyquée, il est équilibré, mais en fait, qui tu vois, mais tu as 70%, tu as 45%. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'hypoglycémie, tu as par exemple 20%. Ou l'hyper, tu as maintenant 30%. C'est un patient qui fait beaucoup d'hyperglycémie, beaucoup d'hypoglycémie, et il n'est pas vraiment dans la plage. Donc l'hémoglobine glyquée à 7% dit qu'il n'est pas réel. D'accord? C'est l'intérêt du CGM. Donc c'est la manière maintenant qu'on fait actuellement pour suivre nos patients diabétiques en 2025. C'est la meilleure méthode si on dispose bien sûr des moyens. Maintenant rentrons dans la suite du sujet. Maintenant, comment gérer les traitements actuellement du patient diabétique? Les objectifs en 2025 sont clairs et nets. Réduire l'hémoglobine glyquée, prévenir la survenue des complications dégénératives de la maladie, le rein, l'œil, le cœur, etc. Assurer une neutralité pondérale, le poids fait son entrée dans la prise en charge du diabétique, on tient compte maintenant du poids. Il faut qu'il y ait des médicaments qui n'aggravent pas l'obésité ou le surpoids. Il y a des patients qui sont en surpoids et obèses. On ne va pas donner un traitement qui va encore aggraver. Si on dispose de tous les moyens, bien sûr. Parce que on peut pas, des fois, on ne dispose pas de tous les moyens. On est dans l'obligation de donner des médicaments qui peuvent accentuer le poids. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, voir donner des médicaments qui règlent le diabète et qui entraînent une perte de poids chez les patients obèses. D'accord? Éviter les hypoglycémies autant que possible. Réduire la morbimortalité cardiovasculaire aussi. Il y a des médicaments maintenant qui ont fait des preuves qui sont bénéfiques sur le plan cardiovasculaire. Non seulement ils traitent le diabète, mais aussi ils préservent le cœur et le rein aussi. Et enfin, le coût devrait être bien sûr raisonnable. Ça, c'est tout à fait logique. Tout pays qui se respecte doit penser, doit réfléchir donc, à l'économie de santé et au coût des médicaments et des traitements. Les médicaments ont connu une évolution. Les médicaments non insuliniques. On a commencé en 1956 avec les premiers sulfamides hypoglycémiants, très toxiques à l'époque. On va jeter la fameuse metformine en 1957. C'est la star donc de la diabétologie, la metformine jusqu'à nos jours. Tout a continué après jusqu'à l'année 1994. Il y avait les inhibiteurs des alpha-glucosédases, c'est la carbose. Puis j'ai les glitazones qui ont été retirés du marché à un certain moment, algériens et européens. Il y a l'europaglinide, notre sulfamide qui a été développé dès le début des années 2000. Les incrétinomimetiques, les GLP-1, l'iraglutide, duraglutide dans les années 2009-2016, les glyphlosines ou inhibiteurs de SGLT2 en 2020, et ça continue toujours à évoluer
Donc l'évolution dans le temps, elle est spectaculaire. Donc beaucoup de médicaments actuellement sont en cours de recherche. L'insuline aussi a été développée. La découverte de l'insuline s'est faite en 1921, je l'ai dit tout à l'heure. C'était de l'insuline animale au début, puis ça est devenu de l'insuline humaine en 1946, puis de l'insuline analogue début des années 80, puis là, ça a continué aussi à progresser. Maintenant, on a ce qu'on appelle les insulines de deuxième génération, les insulines concentrées et les insulines analogues de deuxième génération encore plus développées que les anciennes insulines. Comment utiliser toute cette gamme de médicaments? Selon des algorithmes. Nous avons un patient chez qui on découvre un diabète. Au début, bien sûr, il faut un changement dans le comportement du patient. Sur l'hygiène alimentaire, sur l'activité physique, c'est la base. Régime alimentaire, bien sûr, conseiller une activité physique adaptée au patient, selon son état, la marche ou le sport, ou n'importe quel. Ensuite, pour arriver aux médicaments, l'algorithme, c'est celui de l'Association américaine de diabétologie. Il y a deux parties. La première partie, à gauche. Si vous avez une personne diabétique qui a un problème cardiovasculaire, c'est le premier jour de consultation. C'est normal, on va chercher les antécédents. Est-ce que vous avez d'autres maladies à part le diabète? Si on a une maladie cardiovasculaire, ou bien une maladie rénale, ou bien si vous jugez que c'est un patient qui a un haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire il a d'hypertension, il a des antécédents familiaux, c'est-à-dire il est classé ici. Et vous avez deux classes thérapeutiques, les agonistes GLP-1 ou inhibiteurs des SGLT2. Ce sont les deux classes thérapeutiques qu'on va utiliser chez cette catégorie de patients. Maintenant, la deuxième partie, si le patient ne fait pas partie de cette catégorie, forcément il est là. Il n'a pas de maladie cardiovasculaire, il n'a pas de problème rénal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer son poids et il faut gérer son équilibre glycémique. Et là, vous aurez d'autres médicaments. Vous aurez les sulfamides, la metformine, vous aurez aussi les inhibiteurs de DPP4, les GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2 et de l'insuline, bien sûr. Donc, la combinaison se fait en fonction du profil du patient. Je ne vais pas vous encombrer avec ça. Mais l'essentiel, sachez, par exemple, comme un exemple, j'ai par exemple un patient, pour la première fois, il est diabétique, il n'a aucun antécédent, il sous metformine. Avec des conseils diététiques, après 3 mois, on revoit, etc. S'il atteint son objectif, tant mieux. S'il n'atteint pas son objectif, nous disons chez vous. S'il fait partie du cœur et rein, nous disons maintenant l'inhibiteur du SGLT2 ou la GLP-1. S'il ne fait pas partie du groupe cœur et rein, nous disons un sulfamide. S'il est obèse, on ne donne pas de sulfamide parce que les sulfamides, ils tallent le poids. On ne donne pas de l'insuline parce que les insulines font prendre du poids. On lui donne un médicament qui est par exemple neutre sur le poids, inhibiteur de DPP4 par exemple, ou bien SGLT2. Donc, c'est une combinaison à faire, hein, d'accord, selon le profil de vos patients, selon le cœur, le rein et son poids. Pour l'IDF aussi, arrivé à un certain moment, j'ai parlé de l'insuline, mais arrivé à un certain moment, on doit mettre le patient sous insuline. Quand il n'est pas déséquilibré, on donne de l'insuline. Et actuellement, en 2025, si vous jugez qu'un patient, par exemple, sous metformine, sous maintenant diamicron, sulfamide, et sous, par exemple, dapagliflozine, inhibiteur des SGLT2, vous voyez qu'il n'est pas équilibré. Vous décidez de donner une insulinothérapie. Vous commencez par une insuline basale. Les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Si le patient ne reçoit pas un GLP-1, c'est une catégorie, une classe médicamenteuse, il vaut mieux commencer par un GLP-1 avant de commencer l'insuline. Les GLP-1, quel est liraglutide, semaglutide, duraglutide, il y a plusieurs. En Algérie, ils ne sont pas pour le moment remboursés. Donc, si vous jugez que le patient doit commencer de l'insuline, commencez par une injection par jour, ce qu'on appelle une insuline basale. Et ça continue ensuite. Si une seule insuline par jour ne suffit pas, vous rajoutez une insuline rapide au repas principal. Donc, il va recevoir ses ADO, les médicaments oraux, plus une insuline le soir. Si ça ne marche pas, il est toujours déséquilibré, zidou une rapide, le repas principal. Par exemple, à midi, vous voulez dire une rapide, ou le soir, il dire une lente, insuline basale lente. Si ça ne marche pas, soit vous continuez le schéma, les basales, les rapides, zidou les rapides, les autres repas, soit vous passez aux insulines prémix.
les mélanges en 2 fois par jour. On a plusieurs, on a Novomix, on a Premix, il y a Biomix aussi algérienne maintenant, il y a Biocare, il y a l'Humalog Mix, il y a plusieurs insulines mixtes. Essentiel, vous avez le choix, soit ça dit le schéma, soit c'est un basal bolus, soit c'est un Premix. Ce sont les 2 schémas qui existent dans l'insuline. D'accord? C'est la même chose pour l'IDF, Fédération internationale du diabète. Pour les ADO aussi, elle apparaît de la même chose. Vous commencez par metformine et selon le profil du patient, le cœur, le rein, c'est la même chose. Ce qui est différent à l'ADA, c'est l'insuline. Au moins, il commence par une basale ou une prémix d'emblée. Si ça ne marche pas, ils ajoutent une insuline rapide ou 2 injections de prémix ou ils ajoutent un GLP-1, etc. L'essentiel, c'est, on peut dire, c'est des méthodes de travail. Chaque médecin a sa propre méthode de travail, mais il faut qu'elle obéisse à certaines règles. Parce qu'il ne faut pas qu'on travaille de façon anarchique. On commence l'insuline avec une insuline basale, une insuline lente. D'accord? Si ça ne marche pas, soit on continue basale plus rapide, ou bien on passe à 2 prémix. Maintenant, on revient à la fameuse protection cardio-rénale. On en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le diabétique, il a 60% de plus qu'une personne normale de faire une maladie cardiovasculaire, 73% plus de risque de faire un infarctus du myocarde, 54% de plus de risque de faire un AVC et 84% de faire une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire c'est un patient qui est exposé beaucoup plus qu'une personne normale aux complications cardiovasculaires. La même chose, la maladie rénale, elle touche 30 à 40% des personnes diabétiques. Le risque d'insuffisance rénale chronique est de 1,3 à 4,6 fois plus élevé chez les personnes diabétiques. IRC dû au diabète de type 2, 1,4 million en 90, 2,4 millions en 2017, une augmentation de 74%. L'IRC est de plus en plus fréquente. Ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise prise en charge, parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques. Au contraire, la prise en charge, elle est meilleure. On voit de moins en moins de diabétiques qui passent en dialyse. Le fait qu'on voit des patients diabétiques en dialyse, c'est parce qu'on a beaucoup plus de diabétiques. En 1990, on n'avait pas autant de diabétiques que maintenant. Je fais le travail en 1998, on voyait beaucoup de patients diabétiques en insuffisance rénale. Ce n'est plus le cas maintenant, on en voit de moins en moins. Peut-être autrefois, sur 100 patients, on voyait peut-être 15 à 20. Maintenant, on voit sur 100 patients, 3 ou 4 patients qui sont en insuffisance rénale chronique. C'est grâce à l'évolution de la prise en charge. Et sachez aussi qu'un patient diabétique qui a une maladie rénale, il a un risque cardiovasculaire plus élevé. C'est-à-dire le diabète, le rein et le cœur sont étroitement liés, donc avec un risque de plus en plus élevé. Ce qui est nouveau, c'est avant 2023, vous le savez tous, vous connaissez tous le syndrome métabolique. Jusqu'à 2023, on disait syndrome métabolique, les gens qui ont une obésité abdominale, avec un diabète, une dyslipidémie, une hypertension. En 2023, on a créé le syndrome cardio-métabolique et rénal. C'est-à-dire, ce n'est plus le métabolique seul, mais le cœur et le rein. Et maintenant, on part en 2025 du syndrome cardio-métabolique, rénal et hépatique. D'accord? C'est en 2025 qu'il y a les 4 composantes. Donc, quelqu'un métabolique, obèse, diabétique et tout. En plus, souvent, il y a un risque cardiovasculaire très élevé. En plus, il y a un risque rénal élevé. Et en plus, il y a un problème hépatique. C'est la stéatose généralement. Donc, on dit syndrome cardio-métabolique, rénal et hépatique actuellement. Comment on évalue un risque cardiovasculaire et rénal chez les patients diabétiques? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée comment on évalue le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique? Est-ce qu'il y a quelque chose à tenir compte de quelques paramètres? Est-ce qu'il y a quelque chose à calculer? Parce que c'est important pour la prise en charge du patient. Parce que si ce patient-là a un problème rénal ou cardiaque, c'est tel traitement. S'il n'a pas, c'est un autre traitement.
Oui. Oui, ça peut aussi être compté parmi les paramètres. Maintenant, bon, on va enrichir la discussion par un cas clinique. À travers le cas clinique, on va essayer de voir. C'est comme l'exemple d'un patient âgé de 54 ans, il est diabétique depuis 8 ans. Haoura. Il consulte pour un contrôle médical chez son médecin. D'accord? Le patient, il est tabagique. Bon, pardon. Il n'est pas éthylique, heureusement, il ne prend pas d'alcool, il n'a pas d'activité physique. C'est un fonctionnaire. Il se plaint de quelques vertiges. Son poids il est de 110 kg. Sa taille est de 1,70. هذا 110 نحرشوا عليه سليم الوفية. يباتو يدير شوية sport. 110 kg. L'IMC, donc le BMI ou l'IMC, calculé sur le poids sur la taille au carré, 38. Tour de taille, 110. Donc, d'accord, obésité abdominale. L'examen du cou, le cou il est court, circonférence du cou elle est de 49. Pas de goitre, présence d'un acanthosis nigricans. L'acanthosis, vous le connaissez tous. Parmi les causes, c'est l'obésité, le diabète, l'insulinórésistance, etc. Pression artérielle 130-80, il est sous médicament déjà, il est sous ARA2. Et il reçoit de la metformine, 800 mg 3 fois par jour, et glimipiride 3 mg par jour. C'est le patient. Le tour de cou, allez, parce que l'obésité, c'était le tour de taille. Mais maintenant, le tour de cou aussi, il prend de la place. Généralement, c'est 37 chez l'homme et 32 chez la femme. C'est-à-dire quelqu'un d'obèse. Et en plus, qui a un cou encore khshin, c'est quelqu'un qui a un risque de faire d'autres types de complications. Par exemple, il fait l'apnée du sommeil. Pratiquement, il a un cou très court et qui est large. Il fait de l'apnée du sommeil, soyez certains. L'apnée du sommeil veut dire hypertension, veut dire risque cardiovasculaire élevé. Les apnées du sommeil, Dr Alloun Youssef il prend en charge les apnées du sommeil. C'est-à-dire si on a un cou qui est court ou bien qui est large, qui dépasse 37 cm chez l'homme et 32 chez la femme, c'est-à-dire que c'est un patient qui est quand même à risque, il faut tenir compte de ce paramètre. Oui, je crois sûrement. Donc, le patient, j'ai un bilan. L'FNS, voilà, hémoglobine 13, globule blanc 5000 et plaquettes 150 000. Glycémie à jeun 1,30 g, hémoglobine glyquée 8,20. Au-dessus des objectifs. Bilan lipidique, cholestérol total 2,20 g, triglycérides 2,67, HDL 0,35, LDL 1,31. Urée 0,40, bilan rénal créatinine 10. Un débit de filtration glomérulaire ou clairance de la créatinine est de 84 ml par minute, un acide urique à 40. Transaminase 20 et 20, alatéazate, phosphatase alcaline normale, gamma-GT 10 aussi normal. Microalbuminurie ou RAC, rapport albumine-créatinurie est de 60. Les normes généralement c'est moins de 30. D'accord. CRP à 9. Les sujets généralement obèses ont une CRP, ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Ils ont une CRP légèrement élevée. Échographie hépatique stéatose, et le fond d'œil il est normal. Alors, comment on va calculer le risque cardiovasculaire de ce patient et le risque rénal? D'abord, il est recommandé, en 2023, la Société européenne de cardiologie a établi des recommandations comment évaluer le risque cardiovasculaire et rénal chez le patient diabétique. D'abord, il y a ce qu'on appelle le score. Il y a le score 2 pour les diabétiques. Il y a le score 2 population générale. Il y a le score 2 OP aussi pour les sujets âgés. Score 2 pour les diabétiques. Il recommande de dépister l'insuffisance cardiaque, de dépister la fibrillation auriculaire et de dépister la maladie rénale chronique. D'abord, le diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire chez lui? Donc, pour évaluer le risque cardiovasculaire d'un patient diabétique, il y a deux choses à faire. Premièrement, poser la question. Patient avec maladie cardiovasculaire ou bien atteinte d'organes cibles.
Ça, c'est à l'interrogatoire. Est-ce que vous avez un problème cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus, AVC ou artériopathie des membres inférieurs? Ou bien est-ce qu'il y a une atteinte d'organe cible? C'est quoi atteinte d'organe cible? C'est-à-dire il a un début d'insuffisance rénale, soit il a une rétinopathie, une microalbuminurie ou une neuropathie. C'est les complications du diabète. S'il a une de ces deux atteintes, yes, c'est un patient d'emblée, on le classe en très haut risque cardiovasculaire. D'accord, c'est bon. Là, directement, très haut risque cardiovasculaire. Si c'est non, ni maladie cardiovasculaire, ni atteinte d'organe cible, on fait le score. On calcule le score, le voici. Le score, c'est à l'aide d'une application. Vous pouvez télécharger sur votre smartphone, ESC, CVD, Risk Calculation, c'est-à-dire calculer le risque cardiovasculaire chez le diabétique. Vous avez l'interface et vous calculez, vous rentrez le pays dans lequel vit le patient, Algérie par exemple, vous rentrez les paramètres, l'âge, s'il est tabagique ou pas, si la pression artérielle, le taux de cholestérol combien, etc. Rajoutez l'hémoglobine du patient et la durée du diabète et le débit de filtration. Les paramètres dans l'application et comme à la fin de compte un score qui m'a le patient le score 31,8%, le risque de faire un événement cardiovasculaire dans les 10 années à venir. C'est-à-dire 31%, c'est beaucoup. Le patient, forcément, dans 10 ans, il peut faire facilement un infarctus du myocarde. Qui nous lit la classification? Selon le score, s'il est à moins de 5%, le risque il est faible. Entre 5 et 10%, le risque il est modéré. Entre 10 et 20%, le risque il est élevé. Plus de 20%, le risque il est très élevé. Le patient, on a calculé, il a 31,8. Donc, lui, donc, le patient, sans qu'il ne fasse un infarctus ou quelque chose comme ça, du fait qu'il soit hypertendu, qu'il soit, par exemple, tabagique, les facteurs qu'il faut tenir compte, il est à très haut risque cardiovasculaire. C'est la manière de calculer le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Elle est très simple. Par exemple, entre très haut risque, en haut risque et risque modéré, c'est les objectifs. Les objectifs thérapeutiques qui se bêtent. Un haut risque, par exemple, très haut risque, le LDL, cholestérol compte de moins 0,55. Le patient a 1 gramme, je suis tout 30. Voilà. Le haut risque, c'est moins de 0,70. Le risque modéré, c'est moins 1 gramme. Donc, c'est différent quand même. La cible thérapeutique change en fonction de la catégorie dans laquelle le patient il est classé. Maintenant, comment évaluer le risque rénal? Le risque rénal, il y a deux choses à faire. C'est un peu plus facile. Le bilan doit se comporter un spot urinaire, calculer ce qu'on appelle le RAC, rapport albuminurie-créatinurie. Vous demandez ça sur votre ordonnance au laboratoire. Prière de, s'il vous plaît, faire un RAC sur échantillon des urines du matin. Ce n'est pas les 24 heures. Hein. Il suffit des urines matin, de calculer le RAC et calculer aussi le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la clairance de la créatinine. Si vous avez des anomalies, il vous recommande de répéter le bilan pour confirmer. Il ne faut pas juger un seul bilan. Il faut répéter. Et en fonction de ça, commencer et fonder votre stratégie thérapeutique. Quand est-ce qu'on dit à un patient a une touche rénale ou un début de maladie rénale, s'il a un RAC qui dépasse les 30, le patient a 60, ou bien si le débit de filtration il commence à chuter à moins de 60. Le patient il a 84. Donc quand même le patient le débit de filtration il est normal, mais quand même il commence à avoir ce qu'on appelle de la microalbuminurie. Donc quand même il a une atteinte rénale qui commence. Le tableau on peut classer, il a été proposé par le groupe international qui étudie le rein. Le patient le côté vertical c'est la clairance de la créatinine, le côté horizontal c'est le RAC. Le patient la clairance elle est entre 60 et 89, donc il est là.
Et le RAC تاعو, il est entre 30 et 300. Donc il est là. Si on fait le croisement, le patient تاعنا هنا. Le risque تاعو rénal, il est modéré. Mais quand même, on vous conseille de le mettre sous traitement qui prévient l'atteinte rénale. D'accord? Donc si on résume le patient تاعنا, maintenant, je vous pose la question justement. On a évalué le risque cardiovasculaire تاعو selon le score et on a évalué le risque rénal تاعو. Si on se résume, est-ce que le patient تاعنا, monsieur BS, 54 ans, fonctionnaire, est-ce qu'il a un diabète déséquilibré? D'accord, sur le paramètre qui est l'hémoglobine glyquée. Est-ce qu'il a une dyslipidémie? Très bien. Sur les paramètres qui sont bilan lipidique. Est-ce que sa pression artérielle est aux objectifs? Il a 130/80. Je ne vais pas parler de l'hypertension parce que je vais encore compliquer les choses. Bon, le diabétique, il nous recommande d'avoir 130/80 comme objectif primaire. Et si vous obtenez 130/80 sans que le patient ne fasse des effets indésirables au traitement ou là qu'il ne fasse des malaises, vous pouvez descendre jusqu'à 120/70, mais pas moins de 120/70. C'est-à-dire la pression artérielle systolique chez le patient diabétique type 2 doit être comprise entre 12 et 13 pour la systolique et 7 à 8 pour la diastolique. Patient de 13,8, à mon avis, c'est acceptable. Quatrième question. Est-ce qu'il est à très haut risque cardiovasculaire? On a répondu, donc oui. Est-ce qu'il a une atteinte rénale? Oui. Est-ce qu'il a un syndrome CKM et H, cardio, rénal, métabolique et hépatique? Cardio, قلنا oui. Rénal, قلنا oui. Métabolique? Oui. Et hépatique? Très bien. Donc c'est un CKMH. Est-ce qu'il a une hyperuricémie? 40. Non. Est-ce qu'il a autre chose? سمعتها, oui, quelqu'un qui a Farouk. Donc c'est important, l'obésité. Donc c'est un patient, donc l'obésité, elle est importante. Donc là, c'est un obèse, diabétique, hypertendu, risque cardiovasculaire, atteinte rénale. ومسكين وجاي يدير كنترول بركا جاب لك الجليكي حكمناه مسكين on a placé toute voilà. Je vais vous proposer maintenant la prise en charge. Selon vous, est-ce que c'est un patient chez qui on doit renforcer les règles hygiéno-diététiques? Est-ce qu'on a sous régime? Donc il doit se mettre au régime. Hein? Vous savez, le patient d'abord, vous devrez réduire votre poids. Est-ce qu'il faut proposer une activité physique? Regardez le déclin de la fonction rénale durant l'année. Un patient diabétique, il perdait jusqu'à 10 points, 10 millilitres par minute, chaque année sur la clairance تاعو. Un patient qui rentre en insuffisance rénale, مثلا le débit de filtration تاعو en 1980 يكون مثلا 60. بكري en 1981 tous les 50. En 82 tous les 40. 83 30, 84, 20, etc. En 1985, il est en dialyse. C'est-à-dire en 5 ans, il passe d'une insuffisance rénale débutante en hémodialyse parce qu'il n'y avait pas de médicaments. En 1990, j'ai eu les IUC. Hop, la perte est descendue à moins 6 millilitres par minute. C'est-à-dire il y a un gain sur le rein. En 2000, il y avait les ARA2. Regardez, ça s'est réduit à 4%. Dans les années 2015, les inhibiteurs de SGLT2. Regardez, on est à 3. Maintenant, si vous avez un patient qui reçoit IUC ou bien ARA2 plus inhibiteur de SGLT2, il va perdre que 3 chiffres sur sa clairance chaque année. C'est-à-dire l'évolution va être très progressive. De 70 à 67, 64, 61, 58, 55, etc. Ça va prendre une éternité. Et regardez, actuellement, il y a ce qu'on appelle le finérenone, voilà.
c'est un agoniste des minéralocorticoïdes. C'est l'équivalent, vous connaissez la spironolactone, l'aldactone. C'est presque la même catégorie, mais c'est un non-stéroïdien. Il est mieux que l'aldactone sur les effets secondaires, qui sont l'hypercalémie, la gynécomastie. Il est mieux. Regardez, si vous rajoutez encore ce médicament, vous allez encore réduire jusqu'à moins de 1%, moins de 1. Le déclin, il va devenir à moins de 1. C'est-à-dire le patient diabétique va perdre qu'un seul chiffre sur la clairance chaque année. Et c'est l'équivalent d'un sujet non diabétique. C'est ce qu'on appelle la protection rénale à travers le temps. Donc actuellement, pour protéger le rein d'un diabétique, s'il commence à vous faire un problème, il fait de la microalbuminurie, il commence à avoir un débit de filtration qui chute, on doit vérifier ses médicaments. Il devrait être sous IUC ou ARA2 par l'association. On ne fait pas d'association entre les deux. Il faut rajouter un inhibiteur de SGLT2 et on va rajouter ce médicament-là qui va peut-être faire son entrée sur le marché algérien. S'il reçoit ces 3 classes thérapeutiques, soyez sûr que vous allez ralentir le déclin de la fonction rénale. Cette chose est sûre et catégorique. D'accord? C'est ce qu'on appelle la protection rénale. Voilà, c'est la protection rénale et cardiovasculaire. Et rénale appelle à protéger le cœur aussi. Si vous donnez un inhibiteur de SGLT2, vous protégez le cœur d'un autre côté. D'accord? Les ARA2 aussi. Si vous donnez une statine, vous allez protéger le cœur. Donc, le patient, finalement, l'ordonnance, il va sortir avec metformine, diamicron, inhibiteur de SGLT2, dapagliflozine ou autre, un ARA2, une statine, atorvastatine ou rosuvastatine et de l'aspirine. Les médicaments, bien sûr, en plus des conseils hygiéno-diététiques et activité physique. L'ordonnance de sortie de votre consultation, dont le but c'est d'obtenir un bon équilibre glycémique, de protéger ses reins et de protéger son cœur. D'accord? La prise en charge actuelle du patient diabétique en 2025, elle est globaliste. On se focalise plus sur l'hémoglobine glyquée wahdou, on n'est plus glucocentrique. Maintenant, on est holistique. On appelle ça le terme holistique. Holistique, c'est-à-dire prise en charge globale du patient. Donc, la dernière partie de la conférence, c'est la partie hépatique. C'est le foie du patient, la stéatose hépatique. L'association stéatose et diabète, elle est très fréquente. 66% des patients diabétiques ont ce qu'on appelle une MASH. Auparavant, on appelait ça NASH, c'est-à-dire la stéatohépatite. Bon, on va revoir les classifications, vous allez mieux assimiler après. Ce qui est inquiétant, par contre, que 41% des patients diabétiques dans cette étude ont déjà un début de fibrose hépatique. Et 15% déjà ont une fibrose évoluée. De plus en plus, dans les années 90, on avait la fibrose et les cirrhoses virales. On voyait les hépatites virales B et C qui ont engendré des cirrhoses hépatiques. L'alcoolisme, on n'a pas beaucoup d'alcool de cirrhose éthylique, mais ça existe. Mais actuellement, on voit de plus en plus de cirrhose métabolique. Le patient, il n'est pas éthylique, il n'a pas de virose, il n'a pas d'hépatite virale, mais il a une cirrhose. Et on voit ça chez les patients diabétiques et obèses, parce que là, c'est ce qu'on appelle les cirrhoses d'origine métabolique. On découvre ça avec une biopsie hépatique. Et la mortalité, elle est assez aussi inquiétante. 17 cas de mortalité chez 1000 patients à cause de cette avancée vers la cirrhose. L'objectif de la stéatose, c'est quoi? Donc, si on prend la salle, il y a 50 personnes. Si on va s'amuser à faire des échographies à chaque personne, sur 50, on va trouver peut-être 25 à 30 une stéatose, un foie gras. C'est dû à notre consommation quotidienne de boissons gazeuses, de sucreries, à l'hygiène alimentaire, de pain blanc par exemple. Mais sur ces 25 personnes qui ont une stéatose, ce n'est pas tous qui vont faire une fibrose. C'est une petite catégorie qui va passer en fibrose, peut-être 5 personnes sur 25. L'objectif de notre prise en charge de ce genre de patients, c'est de détecter les patients qui risquent de faire une fibrose.
Parce que là, toutes les stéatoses, on ne va pas s'en sortir. Parce que la population kamla est stéatosique. Mais l'objectif, c'est de dépister les personnes qui risquent de faire une fibrose après. Comment le faire? On va voir. D'abord, un mot sur la classification. On parle de stéatose d'abord. On découvre la stéatose généralement sur une image échographique. En médecine générale, donc tout le monde a des échographies. Il y a l'échographie, il y a le gradient, le foie hyperéchogène par rapport au cortex rénal. Il y a le haj ou la madame ou là, il y a un foie gras qui peut être fait shahma. Les patients s'affolent. Justement, il ne faut pas affoler les gens. Il y a shahma, mais ça ne veut pas dire que le foie il va s'arrêter de fonctionner après. Il y a un risque quelque part, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, on va voir comment faire. Maintenant, la stéatose, il faut prendre en considération s'il y a des facteurs métaboliques. Un BMI qui dépasse les 25, ou bien un diabète, ou une hyperglycémie, un prédiabète, une dyslipidémie, une hypertension sous traitement. Dyslipidémie, ça veut dire des triglycérides élevés ou un HDL bas. S'il a un facteur parmi ces 5, c'est une stéatose avec un facteur métabolique. Si c'est yes, oui, stéatose plus un facteur métabolique, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut demander, bien sûr, rechercher la consommation alcoolique. Bien sûr, c'est les Européens ou les Occidentaux, ils le font systématiquement. Là, on essaie indirectement de voir. Demander à des patients qui consomment de l'alcool chez nous, ce n'est pas un sujet tabou, ça existe, les hommes surtout. Maintenant, s'il vous dit que je consomme, oui, il est métabolique et il consomme de l'alcool, ça dépend après du rythme de consommation. S'il dépasse 50 grammes, 60 grammes d'alcool par jour chez l'homme, si c'est oui, ça c'est une stéatose éthylique, ce n'est pas métabolique. Si vous dit non, je consomme de temps en temps, ce n'est pas vraiment quelque chose, on le classe comme une stéatose mixte, métabolique et éthylique. S'il vous dit que je ne suis pas consommateur d'alcool, il est métabolique, il n'est pas consommateur d'alcool, on est dans la stéatose métabolique qu'on appelle MASLD actuellement. On dit stéatose hépatique due à un dysfonctionnement métabolique. Et on appelle MASH s'il a une inflammation aussi. On va voir, donc, MASLD et MASH. C'est ça la classification. Maintenant, s'il n'est pas éthylique, il n'est pas métabolique, on passe ici, ce sont les autres causes, prise médicamenteuse, cryptogénétique, c'est-à-dire sans cause connue. Donc, l'essentiel, sachez que la plus fréquente, 55 à 60%, c'est les stéatoses métaboliques. Dans les 30%, 15 à 20%, c'est mixte, métabolique et éthylique. Dans 10 à 15%, c'est l'alcoolisme. Mais la plus fréquente, c'est métabolique. Donc, patient qui a une stéatose à l'échographie et qui a des critères métaboliques, il est obèse ou il est diabétique ou il est hypertendu et tout, on le classe stéatose métabolique. On appelle ça MASLD. C'est en anglais. MASH, c'est histologique, hein, quand il y a de l'inflammation hépatique. On ne peut pas la détecter par bilan biologique. Ce n'est que par une biopsie. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de passer à la conduite? Pourquoi c'est important de détecter ces patients? Parce que le foie, quand il est sain, au début, on a MASLD, une stéatose. En plus, ça peut continuer vers une MASH, une inflammation. Et ensuite, la fibrose pour arriver à la stéatose, plutôt à la cirrhose. Et de la cirrhose, on peut arriver jusqu'au carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire le cancer du foie. Donc, c'est pour ça qu'il faut détecter les patients ici, avant le passage vers la fibrose et avant le passage vers la cirrhose. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Vous avez un patient qui est diabétique ou qui a un prédiabète ou qui est obèse, qui a un facteur métabolique, qui vient vous consulter. Vous faites une échographie, par exemple, j'ai pris une échographie, mais il a une stéatose. Bon, je sais qu'il a une stéatose, plus un diabète, il est obèse, donc c'est une stéatose métabolique. Est-ce qu'il est à risque de faire une fibrose ou non? C'est la question que je me pose. Je calcule ce qu'on appelle le FIB4. C'est un score. Il est basé sur l'âge du patient, sur les transaminases azat et alat, et sur le taux de plaquettes.
sanguine. دخلوا هذو les trois paramètres راك تلقاهم في n'importe quel calculateur, n'importe quelle application تجبدوها تلقاو هذا le FIB4. Vous faites le calcul du FIB4. S'il ne dépasse pas les 1,30, le risque de développer une fibrose et une cirrhose, il est faible. Ça n'empêche qu'il faut lui conseiller quand même une hygiène de vie. Pour éviter les problèmes après, il faut lui dire qu'il faut optimiser le mode de vie et traiter efficacement son diabète, par exemple, son hypertension, et tout pour éviter le passage vers la fibrose. Maintenant, si le score il est élevé, supérieur à 1,30, s'il est supérieur à 2,67, il faut l'orienter immédiatement en hépatologie, spécialiste du foie. S'il est entre 1,30 et 2,67, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous lui donnez des conseils. تقول له شوف راك في الدونجي. أنا عندي واحدة une femme, elle a 1,67 par exemple le score. Il est élevé, mais dépassé chez 2,67 parce que si ça dépasse 2,67, il faut immédiatement parce qu'il est dangereux le score comme ça. عندها 1,67, je lui ai donné des conseils. Vous risquez de faire une fibrose parce que le score TAC il est élevé. Réduisez votre poids, réglez votre régime alimentaire, faites un peu d'activité physique et on va recalculer le score 3 à 6 mois après. D'accord. Là, le score تحت ال 1,30, c'est bon, on revient ici. C'est vrai, هذه la patiente كانت 1,67 qui رجعت لي هبطت ل 1,17. Grâce à une réduction pondérale, elle avait peur quand même, elle a pu améliorer, donc on est tranquille. Soit deuxième attitude, si vous avez les moyens, vous pouvez faire ce qu'on appelle le fibroscan. Fibroscan, c'est évaluer l'élastométrie du foie et actuellement à Sétif, on a un centre médical, ce centre Ebers, bon je ne fais pas de la publicité, c'est des gens qui travaillent, c'est le centre médical, juste Raïs El-Hidab, il y a un médecin qui fait du fibroscan. D'accord. Si vous calculez votre FIB 4 et vous trouvez qu'il dépasse les 1,30, vous pouvez orienter votre patient à ce centre pour calculer ou faire un fibroscan. C'est un examen très facile, il suffit d'une sonde qu'on la place ici au niveau du foie, et on calcule un autre score. S'il dépasse les 8 kappa, c'est-à-dire on est là, le risque de fibrose il est élevé et on l'oriente vers un spécialiste du foie. Si le fibroscan il est de moins de 8, on est un peu tranquille, c'est-à-dire il n'y a pas un risque important de fibrose. Donc vous voyez, la conduite elle est standardisée. C'est-à-dire, حاجة simple, votre consultation, c'est le téléphone. Calculez seulement le FIB4, هذا هو le rôle تاعكم. Le FIB4, si vous trouvez un moins de 1,30, vous êtes tranquille. Plus de 1,30, soit vous voulez orienter vers un spécialiste, lui-même va faire le fibroscan, soit il donne des conseils, etc. L'essentiel que si ça dépasse 1,30, ça attire l'attention parce que là, on commence à avoir de la fibrose et c'est ce genre de patient qu'il faut savoir dépister, qu'il faut savoir retenir. D'accord? Bon, est-ce que le patient internet Agbil, selon vous, il a un Maselda? Sûrement. Hein? Parce qu'il a de la stéatose en écho et il a énormément de critères métaboliques, donc il est là. Mais on ne peut pas savoir s'il a une mâche ou pas, c'est-à-dire une inflammation, parce que c'est la biopsie. J'ai calculé le FIB4 chez lui, 1,61. Donc, là, le monsieur, il faut, s'il vous donne un serment, il va faire des efforts, on lui donne une chance. Mais 3 mois, ce n'est pas beaucoup, on ne va pas risquer grand-chose. Après 3 mois, on va refaire votre score. Si ça s'améliore, tant mieux. Mais si ça ne s'améliore pas, il trouve le cercle avec le fibroscan, etc. Il y a des gens qui même, oui, actuellement les doubles agonistes, GLP1 et GIP. Les 3 médicaments qui sont capables de freiner un petit peu l'évolution de la fibrose. Maintenant, une fibrose avancée, stade 2 et 3, la même chose pour les médicaments sur le diabète. Et il y a ce qu'on appelle actuellement un médicament qui est en cours de validation, c'est le resmétiron. C'est le seul médicament qui existe pour traiter la stéatose avec fibrose au début, plutôt moyenne, fibrose au stade 2. D'accord. C'est un médicament qui est validé aux États-Unis
Il n'est pas encore disponible en Europe et encore moins chez nous, il n'est pas encore disponible. Mais c'est le seul médicament qui commence à freiner l'évolution de la fibrose vers la cirrhose. Maintenant, au stade de cirrhose compensée, il n'y a plus de médicaments, c'est trop tard. Il n'y a plus de resmétirant. Et pour le diabète, c'est la même chose aussi en respectant les contre-indications. Maintenant, cirrhose décompensée, c'est trop tard. Il faut mettre le patient sous insuline. On n'a plus rien à faire. C'est une cirrhose avancée, donc on ne peut pas faire grand-chose. Il faut arrêter les médicaments antidiabétiques oraux et mettre le patient sous insuline. Pour j'ouvre une parenthèse pour vous dire, les patients qui ont une stéatose hépatique, c'est-à-dire pour revenir un peu en arrière, en consultation, ce n'est pas tous qui vont faire une fibrose. Il faut détecter ceux qui ont un potentiel de passer en fibrose et leur dire que le médicament n'existe pas. Les compléments alimentaires qu'on est en train de donner, peut-être comme ça par excès, ne sont jamais l'essentiel, la plante avec chouk avec le, je sais pas comment le nom de en français. Chardon-Marie, voilà. C'est un complément alimentaire, mais il n'existe pas ici. C'est une plante proposée peut-être comme ça par défaut d'avoir des médicaments, mais elle n'a jamais été un traitement de la stéatose hépatique. Elle ne va jamais arrêter l'évolution vers la fibrose. D'accord? Le vrai traitement actuellement chez nous en Algérie, c'est les règles hygiéno-diététiques. D'accord? Règles hygiéno-diététiques, réduction du poids, équilibrer son diabète et surtout utiliser des médicaments qui peuvent avoir un effet positif sur le foie. Parce que les recommandations sont là maintenant. Même si vous trouvez un diabétique, j'ai dit tout à l'heure le cœur et le rein, mais aussi il faut tenir compte du statut du foie aussi. Apparemment, tous vers les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs des GLT2 parce que c'est les classes thérapeutiques qui ont un accent sur les trois organes, qui est le rein, le cœur et le foie. D'accord? Bon, je termine par un mot sur la rémission du diabète. On en parle de plus en plus. Une rémission du diabète, c'est quoi? C'est un patient chez qui on constate une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5 pendant 3 mois après l'arrêt de traitement. Donc, c'est des patients qui disent des efforts, etc. Le traitement progressivement. L'IOM, maintenant, j'ai 5,6 d'hémoglobine glyquée. Vous décidez d'arrêter le médicament. 3 mois après, il dit glyquée à 6%. C'est bon, ça veut dire que c'est un patient, il est en rémission. D'accord? Il y a la rémission, 3 mois après l'arrêt du traitement, il garde une hémoglobine glyquée de moins de 6,5%. Mais le message à faire passer aux patients, c'est que rémission ne veut pas dire guérison. D'accord? Rémission ne veut pas dire guérison. Les rémissions sont obtenues surtout quand il s'agit d'un patient diabétique et obèse. C'est-à-dire l'action indique sur le poids, elle va permettre d'améliorer l'insulinorésistance. Et on obtient des rémissions quand on a un pancréas qui fonctionne encore, quand on a un certain degré d'insulinosécrétion conservé, on va agir sur l'insulinorésistance, on va obtenir une rémission. D'accord? C'est ça la rémission, c'est quand vous agissez sur l'insulinorésistance en réduisant le poids du patient. Actuellement, les rémissions se font grâce à une modification drastique du mode de vie, qu'il y a des patients qui se permettent de faire des régimes drastiques et qui rentrent effectivement en rémission. Mais c'est des patients qu'on continue de suivre, parce que la rémission, elle va se terminer un jour, hein, pour être clair et pour être honnête avec le patient. C'est le jour où il n'y aura plus d'insulinosécrétion pancréatique, la rémission. Donc il y a deux manières d'obtenir la rémission, soit un régime drastique, soit une chirurgie métabolique ou chirurgie bariatrique. C'est des patients obèses qui font du diabète, et à cause de cette obésité, on va proposer par exemple une chirurgie bariatrique, une sleeve gastrectomie, on en a vu une partie de l'estomac, on fait un bypass, on fait une dérivation, ce qu'on appelle biliopancréatique, et dans ce cas-là, le patient va perdre du poids, jusqu'à 20% de son poids initial, il va rentrer en rémission. Il ne va plus prendre de médicaments pour le diabète.
هذه la rémission. Donc sachez seulement la définition, moins de 6,5% 3 mois après l'arrêt d'un traitement. Et en parlant d'obésité, il y a des médicaments qui agissent sur l'obésité. Vous avez les 3 médicaments agonistes du GLP-1 à leur tête, semaglutide. Et il y a ce qu'on appelle le double agoniste maintenant, GLP-1, GIP, qui est le tirzépatide. Il y a actuellement le triple agoniste, GLP-1, GIP et glucagon, ce qu'on appelle le rétatrutide, n'est pas encore commercialisé. Forte efficacité sur le poids et sur l'amélioration glycémique. En prenant l'exemple du semaglutide, c'est un agoniste du GLP-1, ce qu'on appelle l'Ozempic. Au Marouf, il est reçu une fois par semaine. Dans les patients Tanejibou, souvent de France, il reçoit une injection par semaine pour réduire efficacement le poids et améliorer les résultats sur le plan cardiovasculaire et rénal et insuffisance cardiaque et aussi sur l'équilibre glycémique. L'Ozempic fait 0,25, dose d'initiation fait 0,5 mg, fait 1 mg. Généralement, on a 1 mg. Mais l'obésité, c'est le semaglutide 2,4 mg. Le semaglutide fait, en France fait deux médicaments. Fait l'Ozempic pour le diabète et le Vigovi pour l'obésité. L'Ozempic fait le maximum 1 mg. Le Vigovi fait 2,4 mg. C'est-à-dire, l'obésité, il y a des gens مغالطين. يجيبوه من فرنسا 1 mg تاع le diabète, ils l'utilisent alors que c'est une dose pour ça, il peut perdre du poids, mais c'est surtout une dose pour le diabète. S'il veut vraiment perdre du poids, il faut qu'il ramène le Vigovi à 2,4 mg. Dans l'étude Step 1, chez les personnes non diabétiques et présentant une IMC de plus de 30 et plusieurs affections concomitantes liées au poids, on a obtenu une perte pondérale de 12% en moyenne par rapport au placebo sur une période de 68 semaines. 12%, quand même, c'est important. Quelqu'un qui faisait 100 kg, à la fin de 68 semaines, il fait 88 kg. C'est important avec seulement le médicament, sans parler des effets de la diététique et l'activité physique. Le semaglutide chez les diabétiques dans Step 2, l'étude Step 2, c'est la même, c'est le bras diabétique. On a pu obtenir quand même perte de poids de 6,2% chez les diabétiques versus 3,8% avec semaglutide 1 mg et une réduction d'hémoglobine glyquée de 1,4% versus 1,4% avec semaglutide 1 mg. Pour vous dire, pour l'obésité, c'est le 2,4 mg. Pour le double agoniste, c'est encore mieux. Le tirzépatide, on appelle Mounjaro. Il se fait une injection par semaine, qui le ramène de France aussi. C'est un peu coûteux. C'est l'équivalent de 20 millions, 22 millions par mois. C'est une injection par semaine, 4 injections. Il y a des gens qui le ramènent, on appelle Mounjaro. Le semaglutide, c'est 2 millions par mois. Mounjaro, c'est 20 millions par mois. Mais regardez les essais cliniques, il y a 5, 10 et 15 mg. Il a été utilisé chez les adultes obèses et diabétiques. Réduction pondérale significative avec une réduction moyenne du poids de 12 pratiquement jusqu'à 15%. La variation de l'hémoglobine glyquée, il obtient moins 2,30% sur l'hémoglobine glyquée. D'accord? C'est le tirzépatide 15 mg. نحكموا l'exemple تاع le patient تاعنا هذا imagine نخلوه sous metformin diamicron نزيدوا له tirzépatide هذا par exemple 15 mg par semaine de 8,2% يهبط لكم نقصوا 2,30 par exemple تاعنا 5, quelque chose sur l'hémoglobine glyquée après 3 mois. Le poids تاعو كان 110 نحيو 14 ou 15% à peu près 17 kg يهبط لكم 92 kg avec un seul médicament. Regardez, donc c'est un effet très important. Il y a même des études cliniques qui ont obtenu jusqu'à 20% de réduction pondérale. Donc pour vous dire que c'est un peu... il y a des études où la chirurgie bariatrique kiff. Les gens qui sont... Parce que la chirurgie bariatrique, ils obtiennent une chute de poids jusqu'à 30% parfois. La chirurgie bariatrique, le phénomène on appelle ça de rechute. C'est l'effet yo-yo. Si vous arrêtez ce médicament-là, votre patient va remonter. D'accord? C'est-à-dire c'est comme vous n'avez rien fait.
On ne peut pas parler vraiment de rémission parce qu'il va rester sous médicament. La rémission, il faut qu'il arrête tout médicament. Donc, l'inconvénient, c'est qu'à l'arrêt du médicament, le patient va rechuter, va reprendre du poids. La chirurgie bariatrique, non. C'est-à-dire qu'il va réduire le poids, mais il garde généralement, bien sûr, au long cours avec une réduction pondérale importante. Enfin, le rétatrutide, le trouble agoniste, il n'est pas encore disponible, mais il paraît aussi qu'il est très prometteur sur le diabète, le poids et sur la stéatose hépatique. Voilà, je termine en conclusion pour donner seulement un mot sur les perspectives d'avenir. Il y a des innovations de plus importantes. La partie la plus importante, je vous ai parlé de ce qui existe actuellement. Peut-être pas chez nous, mais peut-être un séjour, ça va venir. On a des médicaments qui les agonistes de GLP-1, peut-être ça va venir. Novo Nordisk, ils ont des projets de faire introduire le semaglutide en Algérie. Lilly, laboratoire Lilly, il a aussi le projet de faire introduire Mounjaro en Algérie. D'accord? Donc tout ça, il y a des projets en cours. On ne sait pas, peut-être un jour on va avoir ces médicaments. Maintenant, ce qu'on n'a pas encore et qui sont en cours de développement, ce qu'on appelle les innovations, c'est l'objectif, c'est encore obtenir un confort pour le patient, une sécurité et une autonomie du patient. Le reste un défi, c'est bien sûr l'accessibilité à ces produits, le coût et la formation des professionnels de la santé. Bien sûr, on a besoin d'être formé sur ces techniques. Parmi les technologies qui existent, c'est le développement des applications donc mobiles, des applications qui peuvent vous aider sur le suivi des glycémies et suivi alimentaire, le rappel du traitement et télétransmission des données vers les médecins ou les soignants. L'introduction de l'intelligence artificielle pour ajuster les doses des médicaments et prédire les hyper et les hypoglycémies. Il y a actuellement une application en cours de développement, par exemple. Le diabétique, qu'est-ce qu'il fait? C'est grâce à l'intelligence artificielle. Là, il met le plateau, le repas, il le prend en photo, il le transmet voilà, à l'application. Elle va calculer le ratio glucidique dans le plateau, de glucose, et elle va lui proposer la dose d'injection à faire d'insuline, rapide par exemple. C'est les diabétiques de type 1 surtout. تصور le plateau, l'intelligence artificielle, je vais tac tel sucre, le sucre tac, 15 unités pour ce repas-là. C'est l'insulinothérapie fonctionnelle quelque part, mais plus simple. C'est un algorithme qui vous fait le calcul. D'accord? Sur le plan thérapeutique, c'est le pancréas artificiel. Actuellement, tout à l'heure, j'ai parlé du CGM. Et actuellement, ça existe. Hein. Le CGM couplé à une pompe insuline. C'est ce qu'on appelle la boucle fermée. Le patient, il a une pompe insuline maintenant. Il a un capteur maintenant. وعنده son téléphone فيه un algorithme intelligence artificielle يخدموا وحدهم. Il n'a pas besoin d'intervenir. هذا qui capte le glucose. Il envoie un signal la pompe, elle donne l'insuline, etc. Et ça marche comme ça sans que la personne n'intervienne. Il chauffe le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il intervient en cas de soucis techniques, un problème technique. Là, il peut intervenir. Un abouchement, CGM, il بدل la pile, il بدل la cartouche. Mais sinon, sur le plan métabolique, il y a un équilibre glycémique, il n'a rien à faire. C'est une machine qui gère le tout. Et enfin, aussi sur le plan thérapeutique, la nanotechnologie, aussi libération d'insuline ciblée, la médecine personnalisée, chaque patient a son propre traitement sur analyse génétique. Et enfin, ils sont en train de développer ce qu'on appelle une molécule hybride qui combine l'insuline et le glucagon. Une seule molécule. Injectée par exemple. Si vous êtes en hyperglycémie, c'est l'insuline qui travaille. Si vous êtes en hypoglycémie, c'est le glucagon qui travaille. Si vous êtes équilibré, c'est nul l'autre qui travaille. Le patient, donc c'est une molécule intelligente aussi qui fait son travail. Voilà, je termine donc en vous remerciant de rester patient. Et le débat, bien sûr, à vous de poser des questions. C'est